16 décembre 2025. Mesdames et messieurs, très chers et aimables téléspectateurs, bonjour, bon après-midi, bon début de la semaine à vous. Merci beaucoup pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Nous sommes WEMSA Télévision sur TNT et BlueSat à Kinshasa et sur YouTube. Nous sommes Bakinois Balobi Télévision. Toutes les personnes qui aimeront nous suivre en direct, vous pouvez aussi nous suivre via notre chaîne YouTube Bakinois Balobi. Nous passons en direct presque chaque lundi à 13h et mercredi à 13h pour la diffusion et suivre aussi nos différentes émissions, la matinale, l'émission Bakinois Balobi. Mais aujourd'hui, vous avez droit à votre émission Face aux acteurs. Face aux acteurs, présentée par votre humble serviteur Ezekiel Moudikongo que je suis. Et j'ai le privilège ou l'immense plaisir de recevoir pour vous Ludovic Milambo. Monsieur Ludovic Milambo qui est le communicateur privé du chef. Quand on parle du chef, on fait allusion au président de la République. Avec Ludovic, nous allons parler autour de tous les accords qui ont été signés depuis la République démocratique du Congo a traversé tant de moments en train de signer des accords avec le Rwanda, les accords cadres, les accords de paix, les principes d'accord, ainsi de suite, à Doha avec le M23 AFC. Et nous allons aborder sur ça. Cela a produit à quoi? La République démocratique du Congo a gagné quoi après la signature de plusieurs accords aujourd'hui? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que la paix de la République démocratique du Congo soit retrouvée? Il faut toujours continuer avec la signature d'accords ou les signatures d'accords, ou cette fois-là, il faudrait accepter les dialogues inter-congolais. Ces dialogues entre les Congolais, ça va changer quoi sur le terrain? Et ensuite, la dernière option, la force, c'est-à-dire accepter de combattre, accepter de lutter, accepter de donner mot d'ordre à nos 20 héros qui sont nos soldats, d'aller défier la République du Rwanda qui, jusque-là, est notre agresseur principal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue et vous êtes face aux acteurs. Allez, Ludovic Milambo, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Ezekiel. Ça a été un honneur d'être une fois encore invité ici. J'aime beaucoup le cadre, j'aime toujours l'émission, surtout vous, le présentateur de cette émission. Je en profiterai pour saluer les patrons de votre chaîne, Paul Tissoua, ainsi que tous les caméramans, photographes, les techniciens qui nous accompagnent ici. Je pense que même aussi aux téléspectateurs qui nous suivent en ces moments ici, je vous salue sans oublier le premier entre nous, ça veut dire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'adresse mes salutations, à la première dame, Maman Nabiso Denise Nyakeru. Donc je pense qu'avec vous, nous allons décortiquer l'information, plutôt tout ce qui se passe par rapport aux accords, tout ça. Ensemble, nous allons élucider notre population. Très bien, mais vous êtes le communicateur du privé du chef. Acceptez que je vous pose quand même quelques questions, bien que ce n'était pas prévu sur notre thématique du jour. Le président de la République a été face aux jeunes le week-end passé. Vous avez écouté quelques jeunes qui ont exprimé leur volonté de servir sous les drapeaux. Pensez-vous qu'après cette rencontre, cette conférence tenue par le président de la République avec le jeune, ça va aboutir à quelque chose? Les jeunes peuvent espérer quand même voir, au moins dans les jours à venir, des entreprises ou encore le financement venant du gouvernement central? D'ailleurs, j'en profiterai ici pour saluer d'abord l'initiative du ministère de la Jeunesse. Je salue la ministre Grace Coutinho. J'aimerais dire ceci, vous savez, c'est quelque chose où ça fait longtemps qu'on a vu ça, parce qu'on a connu aussi Mobutu qui échangeait avec des jeunes, deux fois en cours de route, tu vois des jeunes, ils échangent. Mais après Mobutu, nous avons connu un régime des dictateurs qui n'arrivait même pas à se tenir devant le jeune pour s'expliquer, parce qu'ils n'avaient pas de quoi à parler ou de quoi à convaincre la jeunesse. Mais aujourd'hui, vous sentez que le président du Tshisekedi, bien qu'il est attaqué par-ci par-là par ses détracteurs, par les ennemis de la République, mais vous sentez qu'il continue à gagner la confiance de la population congolaise, mais aussi parce que la RDC regorge plus de 70% de jeunes qui lui ont fait confiance, qui ne cessent de le prodiguer. D'ailleurs, le fait que le jeune vienne vers le président de la République pour présenter des projets à venir, c'est la preuve que la jeunesse fait confiance à son gouvernement. Okay. La jeunesse fait confiance à son chef. C'est-à-dire que le président de la République, qui a instruit le gouvernement d'aménager aucun effort à ce qui concerne de mettre en place de moyens de financement pour permettre de jeunes, à tous ceux qui ont deux projets, de les amener pour les concrétiser. Ça prouve que le président de la République tient mordicus à rendre de jeunes millionnaires dans ces pays, en leur permettant
d'aller cultiver. L'agriculture aujourd'hui, ça permet aux gens de devenir des millionnaires, mais aussi à permettre à tous ceux qui ont de vision, tous ceux qui ont des ambitions, de les soutenir financièrement. Et je pense qu'avec le président de la République, nous avons initié beaucoup de fonds qui ont été créés pour permettre juste à la jeunesse de se sentir à l'aise dans leur pays. Donc je pense que cette initiative, nous devons le saluer et nous félicitons le président de la République parce qu'il a été tellement ouvert envers le jeune, il a donné de son cœur. Aujourd'hui, nous sentons même au niveau du gouvernement, tous ceux qui sont nommés, on sent sur 100%, il y a au moins 50% de jeunes qui sont nommés au niveau du gouvernement. Ce qui n'a pas été dans les années antérieures. On sentait que le papa là, le vieux là était toujours là. Mais aujourd'hui, le président de la République a donné la chance aux jeunes de s'exprimer, mais aussi de travailler, d'apporter en plus une pierre à l'édifice. Ça, c'est encouragé. Mais qu'est-ce qui vous rassure que cette fois ici, cette initiative fera en sorte que le jeune se retrouve quand même ayant travail comme s'il doit, parce qu'il y a eu des initiatives déjà lancées depuis qui n'ont abouti à rien. Aujourd'hui, vous félicitez, vous encouragez. Il y a des initiatives qui ont été encouragées, félicitées, qu'on a même crié ici. Mais après le rendement, après quelques temps, ça n'a abouti absolument à rien du tout. Mais quand vous parlez que c'est encouragé à féliciter, il y a eu des promesses ici que nous avons écoutées mais qui n'ont pas été réalisées. Qu'est-ce qui vous rassure que cette fois-ci les présidents... Je l'ai toujours dit que même le monde a été créé par la promesse. Vous sentez que grand Dieu lui-même s'est dit... Mais promettre pour ne pas accomplir... Non, c'est que je suis en train d'y arriver. Dans la vie, il ne faut pas être pessimiste. Deux fois, il faut être optimiste et croire. C'est-à-dire que non, donnons la chance. C'est-à-dire que le président de la République était qu'il est là. Il s'est dit que je me rassure d'apporter un plus. Il y a eu des promesses qui ont été faites. Mais vous devez savoir aussi que la République démocratique du Congo, par rapport aux moyens, nous sommes bités à un problème à l'est de la République qui prend beaucoup d'argent. C'est-à-dire que le président de la République, dans sa pensée, il s'est dit que bien qu'il y a des problèmes au niveau à l'est de la République, mais cela ne nous permet pas de croiser les bras pour pousser ou booster notre jeunesse à aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons l'ARESP aujourd'hui qui est en train de financer de jeunes Congolais, parce qu'avant, l'ARESP ne s'occupait que des étrangers. Mais aujourd'hui, des jeunes Congolais qui viennent avec des projets au niveau de l'ARESP, les projets sont financés. Nous avons aujourd'hui le FPI, le Fonds promotionnel pour l'industrie, qui est en train aussi de soutenir le jeune qui amène des projets au niveau de l'agriculture, les jeunes qui amènent des projets dans tous les domaines, dans les divers domaines. Vous sentez que le gouvernement congolais a mis la main dans la pâte et le gouvernement congolais est en train de travailler pour permettre à la jeunesse aujourd'hui de se retrouver, que nous ayons de jeunes capables aussi de se dire que non, je vais financer ça, je fais ça. Les jeunes qui peuvent créer des banques, parce qu'aujourd'hui nous n'avons que des banques étrangères. Mais si, avec l'idée du président de la République qui soutient la jeunesse congolaise, nous aurons aujourd'hui des jeunes qui ont des banques, nous aurons des jeunes qui sont responsables des entreprises. Très bien. Ça, il faut encourager, il ne faut pas être trop pessimiste. Merci beaucoup, nous attendons juste la réalisation de ce qui a été dit lors de la conférence de jeunes face au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allez, nous entrons à notre thématique du jour. Accord de paix, dialogue intercongolais ou recours à la force. Quelle option ou quelle voie pour une paix durable en République démocratique du Congo? C'est ça notre grande thématique d'aujourd'hui. Ludovic Milambo, êtes-vous fier aujourd'hui de voir que notre pays ne fait que signer, c'est-à-dire les dirigeants de la République ne font que signer des accords et accords qui n'aboutissent absolument à rien? Quand je dis à rien, c'est-à-dire qui ne résolvent pas les problèmes, c'est-à-dire qui ne permet pas aux Congolais de vivre la paix qu'ils sont en train d'expérimenter, qu'ils sont en train de chercher par toutes les voies, Ludovic Milambo. Merci beaucoup, monsieur Ezekiel. J'allais dire ceci par rapport à votre question. Aucun pays du monde vous dira qu'ils n'ont jamais signé ou qui n'a jamais signé un quelconque accord. La RDC peut battre les records. Non, vous ne direz pas la RDC. Je vous dirais que dans les 44 ans de guerre de l'Angola, il y a eu des accords pas possibles. Lorsque Savimbi faisait pression à l'Angola, il y a eu des accords pas possibles. Peut-être que vous ne connaissez pas. Il y a eu des accords au niveau du RCA. Il y a eu des accords en France. Il y a des accords même aux États-Unis d'Amérique. Il y a des accords par-ci, par-là. C'est-à-dire que un accord, c'est juste un moyen de trouver un compromis ou intérêt d'attente pour permettre à deux personnes ou à un groupe ou à une troupe de personnes de marcher ensemble. Ça, c'est pas quelque chose de mauvais, faire des accords. Ça veut dire que lorsqu'il y a des dividendes, lorsqu'il y a des divergences de pensée, lorsqu'il y a un problème, ça veut dire que les gens, quand ils ne s'attendent pas, ils se mettent autour d'une table pour discuter. Et ça permet à ce que nous signions des accords. Mais ce que moi je déplore, M. Ezekiel, par rapport aux accords qui se signent au niveau de la République du Congo, nous sentons que
ce sont des Congolais qui s'attaquent à leurs frères. C'est-à-dire que les Congolais qui s'attaquent à leur pays pour solliciter des accords, non pour l'intérêt de la nation, mais pour des intérêts égoïstes, des intérêts individuels. Je n'aimerais pas revenir en arrière pour parler sur les accords tous les accords de Sun City, de Lusaka, tous ces accords-là qui étaient passés, qui n'avaient rien abouti. Il y a eu même des accords sous Kabila avec Kodjo, je pense avec Kodjo, l'ancien premier ministre togolais. Un accord qui n'avait rien donné. Il y a des accords que Kabila avait signés avec le Rwanda. Aujourd'hui, nous ne devons pas regarder seulement les accords. Parce qu'il y a eu l'accord de Doha, il y a eu les accords de Washington, cela constitue des accords. Nous ne devons pas seulement regarder l'accord ou les accords que le président Tshisekedi vient de signer, le gouvernement congolais vient de signer présentement, mais nous devons d'abord regarder d'où part le problème. Aujourd'hui, la RDC est victime de quoi? D'un système de kabylisme qui ont amené en République du Congo le Rwandais. Le Rwandais pour faire sortir ou éjecter Mobutu du pouvoir. Vous parlez de Laurent Désiré Kabila. De Laurent Désiré Kabila. Et ce système qui nous a amenés en RDC, parce que à l'époque où il y avait Zaïre, on ne sentait pas l'Est de la République être touché de cette manière. Mais à cause de la cupidité de Kabila, Kabila est venu avec le Rwandais et il a signé des accords avec le Rwandais, l'Ouganda et à l'époque avec le Burundi pour faire sortir Mobutu. Des accords que lui-même et Laurent Désiré Kabila n'avaient pas respectés, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la RDC est en train de subir des atrocités parce qu'il y a eu des gens, à cause de leurs intérêts individuels, à cause de leurs intérêts égoïstes. Aujourd'hui, comme on le dit toujours que l'homme n'est pas éternel, aujourd'hui Laurent Désiré Kabila n'est plus de ce monde, il est parti. Mais qu'est-ce qu'il a laissé maintenant aux Congolais? Quelle souffrance que Kabila a laissé aux Congolais? On nous amène un intrus, on nous amène un étranger comme Hippolyte Kanamé, soi-disant le fils de Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui vous a pacifiquement laissé les pouvoirs. Aujourd'hui, il devient un Rwandais. Parce que je n'arrive la même vision. Aujourd'hui, je suis Hippolyte choqué. que vous appelez, vous avez travaillé avec lui au début de votre mandat. Je suis choqué, monsieur Ezekiel. Si je vois un Congolais, un jeune comme vous, nous parler, nous défendre quelqu'un comme Joseph Kabila. Je vous rappelle ce que vous nous avez dit. Laissez-moi y revenir. Laissez-moi y revenir. Oui, donc ça veut dire que je suis un peu touché quand je vois une personne comme vous en train de défendre Kabila. Parce que dites-moi, monsieur Ezekiel, en 1994, je ne sais pas, en 1994, où avez-vous connu Joseph Kabila? Est-ce que avez-vous vu une idée? Peut-être pas, je ne sais pas, quelque part vous étiez en train de passer, vous avez entendu les gens parler de Joseph Kabila. On n'avait jamais connu cet homme dans ce pays. On n'avait jamais, même dans l'histoire, on n'a jamais connu. C'est comme un Melchisedec, quelqu'un qu'on ne connaît même pas la source, d'où il vient. Et directement, on nous présente que, est-ce que Kabila avait caché ses enfants? Kabila Laurent avait caché ses enfants? Là, on ne le sait pas. Et directement, on nous amène quelqu'un, on nous parle de Joseph Kabila. Et il arrive, c'est cette personne avec une morphologie nilotique qui n'est pas une incite, parce qu'il y a des gens qui sont des nilotiques, une morphologie nilotique, et qui vous disent que non, je suis le fils de Mouzé. Et fils de Mouzé, et voilà qu'il a des liens tellement étroits avec le Rwanda, et c'est grâce à lui, Paul Kagame et Museveni, que Mouzé est parti. Mouzé n'est plus avec nous. Les accords qu'ils ont signés avec Washington à l'époque où Bill Clinton était encore président, et voilà qu'il s'est imposé pendant 18 ans dans ces pays avec les accords qu'il a signés. L'accord qu'il a signé avec Paul Kagame, tout en étant souriant, parce qu'il savait combien il vendait la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes victimes de tous ces accords-là. Vous parlez des accords, mais vous savez que Kabila a défait les M23 en 2013. J'aimerais y arriver sur ces dossiers-là. Nous sommes en 2013, comme vous venez de dire. Il y a eu un 23 qui est arrivé. Mais qui avait signé l'accord avec le 1-23? C'est Joseph Kabila. Je vais vous rappeler la mémoire en 2009. En 2009, il y a eu une opération, je l'ai toujours dit ici, une opération secrète appelée Umoja Wetu, où Kabila avait signé un accord avec Paul Kagame. Paul Kagame qui a fait subir à Kabila ses dictats pour lui dire que j'aimerais envoyer mes généraux dans votre pays pour aller traquer les FDLR. Mais Kabila était incapable de dire à Paul Kagame, j'aimerais aussi envoyer mes généraux congolais pour aller chez toi traquer aussi de 1-23.
Parce que Kabila savait que je suis rwandais, c'est mon père spirituel, mon père politique, mon père biologique, Paul Kagame, qui m'envoie au niveau qui me donne des instructions pour que ces soldats, aujourd'hui, la RDC est en train de vivre l'armée au niveau des postes régaliens. Nous avons des généraux rwandais, nous avons des colonels rwandais, nous avons des officiers supérieurs rwandais. Pourquoi? Parce que Kabila avait donné l'accès à Paul Kagame de faire entrer ces soldats rwandais au niveau de la République et qui se sont enracinés et qui sont allés même à Chikapa, à l'Équateur, partout pour contrôler la RDC. C'est Kabila qui a fait contrôler au Rwanda la RDC. C'est Kabila qui a donné au Rwanda la cartographie de la République démocratique du Congo. Soyons convaincus plutôt de cela. Que c'est Kabila qui a donné la cartographie de la RDC. Aujourd'hui, les Rwandais savent là où il y a des entrées, là où il y a des sorties de la République du Congo. À cause de qui? De Kabila. Il y a même des frontières secrètes que nous ne connaissions pas. Tout ça, c'est à cause de Kabila. Kabila n'est pas un exemple que les gens peuvent venir ici pour nous dire que Kabila a de faire le 1-23. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez me dire que c'est Kabila qui a de faire le 1-23? Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu une armée qui était en train de se battre contre le 1-23. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le 1-23 ont senti que l'armée congolaise avait une certaine supériorité sur eux, que l'armée congolaise était en train de récupérer ses territoires, ses chefferies, ses localités, ses villages, Kabila a assassiné un vaillant combattant, un vaillant congolais. Joseph Kabila a assassiné Mamadou Ndala. Qui ne le sait pas? Kabila a assassiné Mamadou Ndala. Je l'assume ici, je le dis. Avez-vous des preuves? Jeu de preuves. Que Kabila a Jeu de preuves téléphoniques. Parce qu'à l'époque, pourquoi lorsque la RDC, l'armée congolaise avait la supériorité sur l'armée rwandaise, d'ailleurs le 1-23 ne sont que de supplétifs de l'armée rwandaise, pourquoi lorsque l'armée congolaise avait la supériorité, l'armée Mende, par une convocation, il a rappelé Mamadou Ndala de revenir dans la capitale? C'était quoi l'idée? Parce que c'était lui qui avait le commandement. C'était lui qui conduisait l'armée. C'était lui qui avait les bâtons. Mais pourquoi la mère Mende? Parce que la mère Mende avait reçu des instructions de Joseph Kabila. C'est lui qui est en train d'atteindre l'armée, c'est Mamadou Ndala. Il faut le rappeler en RDC. Plutôt dans la capitale, à Kinshasa. Et le fait qu'il y ait eu une marche à Goma, les Gomatraciens et Gomatraciennes ont marché pour dire que Mamadou Ndala ne partira pas. Alors il a fallu maintenant créer un autre jeu. Il a fallu maintenant éliminer Mamadou Ndala. Ce qui a été un complot, une cabale entre Joseph Kabila, Paul Kagame et Museveni, qui se sont réunis. Paul Kagame a dit, il est devenu gênant, il faut l'éliminer. C'est pourquoi Mamadou Ndala, c'est cette manière que Mamadou Ndala est parti, il était mort. Mamadou Ndala est parti comme ça. Donc, nous avons perdu de vaillants à cause de Kabila. Ce n'est pas une question que Kabila, le 1-23 c'est Kabila. L'AFC c'est Kabila. Kabila pouvait donner même des ordres à l'M23. Bon, n'avancez plus, reculez un peu. J'aimerais gagner d'abord la confiance de la population. Mais c'est ce qui a été fait. Vous pensez à quoi? Kabila au pouvoir, il s'est créé sa propre insécurité. C'est lui. C'est-à-dire quelqu'un qui dirige. Voilà. Il crée une insécurité qui menace son propre régime. C'est faisable. C'est faisable. Je n'arrive pas à comprendre. Je te dis que lui-même il savait. C'est-à-dire tu gères, mais tu veux qu'on te mette mal à l'aise. Il fallait d'abord, il ne savait pas comment piller. Il ne savait pas, parce qu'il savait que si j'ai pillé d'une manière légale, les gens diront que moi je suis en train de voler l'argent, tout comme ça. Il fallait maintenant créer quelque chose pour servir le Rwanda. Il fallait maintenant créer les 1-23, que les 1-23 viennent pour piller. C'est-à-dire mettre des problèmes au niveau à l'est de la République pour qu'ils puissent piller le minerai congolais. Et à un moment comme ça, quand ça va barder, je dirais au 23. Mais Kabila a condamné M23. Kabila a fait même arrêter Bissimo que vous avez fait sortir récemment. Dans quoi il est parti, il est reparti faire la rébellion dans l'Est. Mais j'aimerais vous dire ceci. Les mêmes Kabila que vous dites que non, il a condamné les 23. Il a même fait arrêter Bissimo. Quand quelqu'un condamne les 23, c'est-à-dire qu'il doit haïr ces mouvements. Et les mouvements en question qui a été condamné par Kabila, ces mouvements devaient aussi haïr ces messieurs-là. Mais comment se fait-il que les 23 sont le mouvement est à Goma? Mais qu'est-ce que fait Kabila à Goma alors? Pourquoi il n'est pas dérangé à Goma? L'ancien président de la République. Mais ça c'est la sorcellerie quand vous dites ça. Excusez-moi pour le terme, c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Un président de la République congolais, comme vous le dites que Kabila c'est un Congolais. Vous êtes Congolais. Vous vous retrouvez dans une zone occupée par le rebelle. Ces rebelles-là que vous avez condamnés à une époque. Donc vous rentrez là-bas,
dans la même zone, donc vous n'êtes pas dérangé, et puis vous avez la latitude, cette tranquillité de faire même des consultations. Mais ça c'est incroyable. Ce qui confirme le leadership de Kabila à la tête d'IM23 et l'AFC, c'est juste sa présence à Goma. Mais ça c'est la sorcellerie, je vous dis. Kabila lui-même a défendu le 1-23. Il a dit que les revendications sont nobles. Mais c'est Kabila qui a dit ça. Vous voulez qu'on fasse quoi? Kabila lui-même a dédouané le 1-23. Kabila lui-même s'est créé l'AFC. Et comment se fait-il un civil comme Nanga, qui arrive dans une zone? On a connu un bécan Bissimwa qui conduisait le 1-23 depuis quand on s'attaquait au régime de Kabila. Et c'est Bissimwa qui recule, qui laisse maintenant le pouvoir faire qu'on ait Nanga, un individu, un ancien président de la CENI, qui devient le coordonnateur national et principal du mouvement 1-23. Et savez-vous que Kone Nanga a des acquaintances avec Joseph Kabila? Mais qu'est-ce qui fait que Kone Nanga devient directement coordonnateur principal ou national du mouvement 1-23 AFC? Mais allez-y comprendre. Allez-y comprendre. On ne devait pas vous faire une caricature pour comprendre cela. Cela prouve que Kabila est de mèche avec le mouvement 1-23 et tous les Congolais, même un petit enfant le sait que Kabila est de mèche avec le 1-23. Et nous devons revenir sur les accords. Les accords que nous avons aujourd'hui, nous, le régime en place. Les multiples accords que vous, le régime en place, nous avons signé. Nous sommes allés à Luanda. Il fallait faire un pourparler avec le Rwanda. Le Rwanda qui a refusé de se présenter, qui a insulté le président angolais, Lorenzo. Le président de la République, avec son cœur, quelqu'un de la diplomatie qui aime la paix, il s'est présenté devant Lorenzo pour échanger. Nous sommes allés à Doha. Il fallait parler. Le gouvernement congolais a accepté d'échanger avec le 1-23 pour que nous ayons un compromis, intérêt d'entente, parce que nous ne devons pas regarder les minéraux. Mon cher, ce n'est pas nous qui avons créé les minéraux. Les minéraux, c'est naturel, mon frère, c'est naturel. C'est-à-dire qu'entre le sang des Congolais, le président Tshisekedi a réfléchi et il s'est dit, entre la vie humaine, parce que même la Constitution parle de la sacralité de la vie humaine, c'est-à-dire qu'entre la vie humaine et protéger les minéraux, le président Tshisekedi a fait son choix. Le choix était de protéger la vie humaine. C'est pour brader les minéraux. Non. On a laissé le minerai. On a voulu d'abord... À la merci de tout le monde. On a voulu d'abord trouver un passage pour les hommes. Ça veut dire un passage humanitaire. C'est-à-dire permettre à la population de quitter dans des zones où il y a des turbulences, des zones où il y a la guerre, pour qu'ils aillent s'abriter quelque part. C'est-à-dire que le président de la République a d'abord voulu donner d'abord la chance à la population congolaise d'être en sécurité. C'est pour cela que vous allez constater partout, les gens pensent que l'armée congolaise est tellement chétive, que l'armée congolaise est faible, mais c'est que l'armée congolaise évite. L'armée peut bombarder le 1-23 en un seul jour. Mais le 1-23, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils arrivent dans une localité, lorsqu'ils arrivent dans une chefferie ou dans une province ou dans un territoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mélangent directement avec la population. C'est-à-dire qu'ils savent que l'armée congolaise ne peut pas bombarder ici. Donc s'ils bombardent, l'armée congolaise va tuer aussi sa propre population. C'est-à-dire que le président Tshisekedi préserve d'abord la vie humaine. Il ne veut pas faire du mal à sa population. C'est pour cela qu'il s'est dit que comme je ne vais pas faire du mal à la population, mais au moins avec l'intelligence que Dieu lui a donnée, le président Tshisekedi a fait voir au monde entier ce que fait le Rwanda aujourd'hui. Combien le Rwanda ne veut pas de la paix. Vous avez vu lors du sommet Gateway au niveau de la Belgique, lorsque le président Tshisekedi a dit il n'y a que moi et Paul Kagame qui peuvent mettre fin à cette guerre. Je tendis ma main. Ce n'était pas une faiblesse. C'était pour montrer au monde entier que Tshisekedi est un pacificateur. Et la main tendue a été rejetée. On a craché sur la main de Tshisekedi. Mais une chose qui est sûre et certaine, mon cher ami, entre Tshisekedi et Kagame, personne n'est éternel. Nous allons tous passer. Et Kagame doit savoir une chose, que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui,
aura une fin. Ils auront tout le dé une fin, un jour, un bon matin, Kagame. C'est pourquoi je dis ils ne sont pas éternels tous les deux. Voilà, merci beaucoup. Mais parlons de ce qui se passe actuellement. Alors, le Rwanda, qui n'est pas vrai envers la République démocratique du Congo, le Rwanda qui ne fait que nous dribbler, vous dribbler, excusez-moi pour le terme, mais vous acceptez quand même de continuer de négocier avec ce Rwanda. Je vais vous rappeler, vous avez d'ailleurs évoqué la rencontre entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et celui de Paul Kagame, le Rwandais. À Luanda, ça a été saboté par le président Kagame. Vous avez vu combien est-ce que le Rwanda refuse ou ne respecte pas, que ce soit les accords de cadre, les principes d'accord, les accords même signés. C'est-à-dire, à chaque fois où on signe, à chaque fois où on dit, le Rwanda ne fait que, en fait, rejeter ces consignes, ce qu'on prend comme décision. Vous pouvez être là, vous serez d'accord avec moi. On a signé avec le M23 AFC à Doha, principe d'accord. C'est le fait derrière la résolution 2773 n'a jamais été respectée par le Rwanda. On signe à Doha, on dit on maintient le cessez-le-feu, ça n'a jamais été respecté. On part aux États-Unis. Le 27 juin de cette même année, les deux ministres des Affaires étrangères signent un accord de paix qui a été entériné récemment par les deux présidents du pays en conflit, qui n'a jamais été respecté. Le président Félix, lui qui avait dit il ne sera que face au chef des pantins, mais il ne va pas négocier avec les pantins. Il a été face à Paul Kagame, d'abord à Doha, au Qatar, après cette fois-là c'était aux États-Unis. Ils signent, ils entérinent les accords de paix déjà signés. Mais après l'entérinement de ces accords, 4 jours après, Uvira a tombé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Vous allez continuer avec les accords, pleurnicher, demander à la face du monde de punir le Rwanda, demander des sanctions contre le Rwanda, ou il y a une autre option idéale que vous avez prévue pour finir complètement cette histoire de l'agression ou des tueries, massacres dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur Ezekiel, pour la question que vous venez de me poser. J'aimerais vous dire ici que rien ne manque à l'RDC de déclarer la guerre aujourd'hui au Rwanda. Je dis bien rien ne manque. Mais pourquoi vous ne le faites pas? J'aimerais vous dire aussi une chose. Moi et vous, nous n'avons pas, comment on appelle, la notion sur l'armée, c'est-à-dire comment se comporte l'armée. Nous ne faisons pas aussi partie de membres du gouvernement pour comprendre qu'est-ce qui a été arrêté par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Est de la République. Mais ce qui est sûr et certain, le président Tshisekedi Tshilombo n'est pas faible. Le président Tshisekedi Tshilombo, c'est quelqu'un qui est plus regardant. Et il est tellement patient et il observe. Vous ne voyez pas que sa patience coûte la vie des Congolais? Oui, vous avez raison. Plusieurs Congolais meurent, mais lui, il est toujours patient. Écoutez. Vous devez toujours vous référer aussi dans la Bible, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où les enfants d'Israël, normalement, ils devaient aller au Canaan. Ils devaient traverser pour aller au Canaan. Mais sauf qu'ils ont passé plus de 40 ans, j'espère, 40 ans dans la souffrance au niveau de l'Égypte. Et puis Dieu était patient. Parce qu'il savait qu'il y aurait un moment où il va faire sortir son peuple de l'Égypte, de l'esclavagisme. C'est pour vous dire que le président Tshisekedi est tellement patient et il observe. Donc il est en train d'utiliser des armes telles que des armes diplomatiques. Aujourd'hui, nous avons plusieurs fronts qui ont été créés. Des fronts médiatiques, des fronts diplomatiques, des fronts judiciaires, des fronts militaires, des fronts... plusieurs fronts, même des fronts sportifs. Tout a été créé, nous avons mis en place. Et aujourd'hui, si la RDC attaquait le Rwanda aujourd'hui, je ne pense pas qu'aucun pays se lèvera pour dire que nous condamnons l'agression de la République du Congo. Parce que le président Félix Tshisekedi a fait en sorte de rendre à nu l'agression rwandaise. Hier, personne, ni les États-Unis pouvaient citer le Rwanda comme un pays agresseur. Même pas la France, même pas la Belgique. Aujourd'hui, le Rwanda a eu des problèmes avec des pays européens tels que la Belgique, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a fait en sorte, c'est là grâce à notre ministre des Affaires étrangères, Mme Thérèse Wanner, qui a fait un grand travail. Aujourd'hui, l'Europe a vu
Même cette résolution 2773 qui est sortie pour demander au Rwanda de faire sortir ses troupes au niveau du sol congolais, cela prouve que le gouvernement congolais est en train de travailler. Mais aussi le chef de l'État, le même chef d'État qui a poussé aujourd'hui les États-Unis d'Amérique de pouvoir demander au Rwanda, parce que les États-Unis ont même sanctionné quelques éléments du 1-23. Entre autres, nous connaissons même le responsable de la communication, il a été sanctionné. Même James Kabarebe a été sanctionné. C'est pour vous dire que le président Tshisekedi est en train de faire un grand travail au niveau diplomatique. Nous sommes allés à Washington pour signer un accord. Ce n'était pas pour brader le minerai, ce n'était pas pour vendre le minerai. Nous sommes arrivés à Washington parce que on devait mettre fin à cette guerre. Si les Rwandais étaient innocents, si les Rwandais n'étaient pas agresseurs, mais pourquoi on a cité seulement le Rwanda? Pourquoi l'Ouganda ne s'est pas présenté? Pourquoi le Kenya n'a pas été cité comme le pays agressé? Parce que le monde entier le sait, c'est le Rwanda. Même les rapports des Nations Unies ont démontré plus de 5000 soldats rwandais sur le sol congolais. C'est-à-dire que le président de la République a démontré aux yeux du monde aujourd'hui que c'est le Rwanda qui est derrière l'agression au niveau de la RDC. Nous sommes arrivés à Washington. Et à Washington, qu'est-ce qui s'est passé? Devant le président Trump, nous avons signé un accord qui a déjà été signé le 27 juin avec nos deux ministres, avec le deux ministres des Affaires étrangères, celui du Rwanda et de la RDC. C'est-à-dire que nous avons signé et les deux chefs d'État devaient seulement entériner ces accords. Et ils sont arrivés, le 4, l'accord a été signé, 3 jours après, Paul Kagame a craché sur l'accord, a poussé, a donné encore des moyens, de la logistique au 1-23 à ses militaires pour attaquer plutôt Uvira, et ils ont pris Uvira. Et cette violation de cet accord ne restera pas impunie. Aujourd'hui, si vous suivez des déclarations des Américains, comme le secrétaire de Washington ou des États-Unis d'Amérique, M. Rubio, qui a fait une déclaration pour dire que le Rwanda doit faire sortir ses troupes sur le sol congolais. Et il a même indexé Paul Kagame directement. C'est vous dire que non, la pression commence maintenant à monter. Il y a eu une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez vu dernièrement, vous avez vu combien le représentant du Rwanda au niveau du Conseil de sécurité a été humilié parce qu'il ne savait même plus parler, il ne savait même plus hisser de sa voix parce que tous ceux qui étaient là, la France, la Belgique, tous les pays, même le Burundi, condamnaient que le Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda, s'il pense ce qu'il est en train de faire, que c'est lui la force, c'est lui l'Hitler d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les sanctions qui descendent aujourd'hui pourront avoir des impacts demain. C'est pourquoi moi, je l'ai toujours dit aux jeunes Rwandais de se réveiller pour dire non au régime de Paul Kagame. Parce qu'il y aura un après Kagame. Il y aura un après régime de Kagame. Mais qu'est-ce qui... Il y aura un après Kagame, mais vous avez évoqué ici les condamnations au Rwanda par-ci par-là, le Rwanda est humilié. Merci beaucoup. Mais ces gens qui humilient le Rwanda aujourd'hui, pourquoi n'agissent-ils pas directement appliquer des sanctions qu'ils ont données au Rwanda? Aujourd'hui, vous dites les États-Unis, les secrétaires, tout consort, oui, il a condamné. Et après, la suite, c'est quoi? Ce n'est pas en quelque sorte faire endormir les Congolais. Ils disent que non, voilà, les États-Unis a condamné, la France y compris, sans ignorer. Vous serez d'accord avec moi que quand le Rwanda pille les sols congolais, c'est pour que les Américains achètent, c'est pour que les Français achètent, c'est pour que les Anglais achètent, c'est pour que tous ceux-là qui disent condamner aujourd'hui achètent. Vous pensez qu'ils vont vraiment abandonner les Rwandais qui leur donnent des minéraux pour faire évoluer leur pays et s'attacher à... Ce n'est pas en quelque sorte une ironie qui est bien organisée, une manière de rouler la République démocratique, c'est-à-dire faire endormir la RDC, faire comprendre aux Congolais que non, voilà, nous sommes avec vous. Mais en vrai, ils le condamnent, mais ce qui se cache derrière la condamnation, c'est une autre réalité. Ludovic, le Congo aujourd'hui doit se fier seulement aux condamnations ou aux actes que d'autres pays du monde doivent donner à la République du Rwanda. J'ai toujours dit ici que rien ne manque à la RDC de déclarer aujourd'hui la guerre au Rwanda. Nous avons une très bonne armée aujourd'hui, une armée qui était une armée de clochards hier.
Aujourd'hui, nous avons une forte armée et nos soldats ont une solde de $500 par mois. Cela prouve que nous avons une grande armée. Et tout ce même... $500 c'est ça que j'ai dit, je dis des choses. Je dis des choses vraies, je confirme ici. Un soldat, effectivement, un soldat à $500. Et je peux vous le dire que... Mais de quel soldat parle? Attendez. Laissez-moi finir. Vous pouvez me faire fuir l'idée. J'ai une idée. Mais je retire $500, je ne me ferai pas passer ça. C'est-à-dire que lorsque même nos soldats qui sont au front, c'est-à-dire qu'ils savent que non, aujourd'hui, nous avons un président qui a doté l'armée d'abord d'une loi de programmation. Nous avons un président qui a donné, qui a multiplié même le solde de soldats. Cela prouve que le président de la République tient mort du cuisse à moderniser, mais aussi à réformer notre armée. Monsieur Ezekiel, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, à quand Savimbi était mort, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi de multiples actions qui se sont suivies contre le rebelle Savimbi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les États-Unis devaient agir pour dire stop et non. Vous savez qu'il y a eu aujourd'hui, dans la diplomatie, vous voyez, dans tout ce qui se passe au niveau de la politique, vous devez comprendre, des choses d'abord commencent par une diplomatie. Ça veut dire commence d'abord par des rappels, commence d'abord par des sanctions. Et lorsqu'il y aura de multiples sanctions qui vont s'en suivre, je peux vous le dire ici, ne pensez pas que les sanctions que donnent aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, la France, tous ces gens-là, vous pensez que ces sanctions-là vont tomber comme ça? Non, vont pas tomber caduques. C'est-à-dire que les Rwandais va subir tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je peux vous le rassurer aujourd'hui même que la RDC, notre pays, nous ne manquons rien pour faire la guerre au Rwanda. Mais tout ce que nous voulons, nous ne sommes pas une nation agressive, nous ne sommes pas une nation qui tue, nous ne sommes pas une nation qui massacre, nous sommes une nation hospitalière, nous sommes une nation qui accueille. Et nous avons un président qui a un grand cœur. Tout ce que Tshisekedi veut, c'est pourquoi il ne cesse à nous dire que les Rwandais ne sont pas nos ennemis. Il ne cesse de nous dire que c'est le régime du Rwanda qui nous attaque. Moi, je pense à une chose, que le fait que les choses sont au niveau d'abord des conseils de Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, comme les choses sont d'abord au niveau d'abord des accords, le président de la République est patient et il regarde. C'est-à-dire qu'au moment où, parce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi nous appelle à l'unité. Aujourd'hui, nous avons toutes les 26 provinces, c'est-à-dire les Katangais là où ils sont, les gens de l'Équateur, les gens de Lubumbashi, les gens de Maniema, les gens du Congo central, Kinshasa, partout dans le monde entier, c'est-à-dire que partout en République du Congo, même les gens des diasporas, le président Tshisekedi nous appelle d'abord à l'unité. Parce que c'est l'unité qui va faire notre force pour chasser l'ennemi, le mettre hors de notre pays. C'est-à-dire que cela demande à ce que nous ayons d'abord l'unité, l'amour entre nous. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas engager directement une guerre où nous savons nous-mêmes, vous le savez, vous et moi, que l'armée jusqu'à présent est toujours infiltrée. C'est-à-dire qu'il y a des informations. Partout au monde, les infiltrations ne manquent pas. Il y a des informations, aussi les armées, effectivement, des informations qui fuitent, qui sortent et qui ne permettent pas à notre armée. Et vous savez que non, à chaque fois que l'armée rwandaise veut attaquer la RDC, il a déjà ses émissaires par-ci par-là. Il a déjà ces gens qui cohabitent déjà avec la population en question. Donc ça, on appelle ça des trahisons. Mais je pense que petit à petit, comme le président Tshisekedi fait toujours confiance à son armée, petit à petit, nous y arrivons à éradiquer. Vous avez parlé de patience. Est-ce que patienter, c'est attendre ou agir en attendant? Pour vous, en fait. Parce que vous avez dit le président de la République patiente. Est-ce que la patience nous empêche à être à la défensive? Je ne pense pas. Est-ce que nous défendons? Si et seulement si nous n'étions pas à temps de défendre. Vous savez que Ouvira allait peut-être être pris depuis longtemps. Peut-être qu'ils allaient être à Kalemi, à Tanganyika peut-être à Lubumbashi, peut-être à Kinshasa, parce que Nang a parlé au mois de mars 2025, je serai à Kinshasa. Peut-être qu'ils allaient déjà être, si notre armée ne défendait pas. Cela prouve que l'armée est en train de faire un travail. L'armée défend et l'armée fait en sorte de protéger l'intégrité territoriale du pays. Nous devons faire confiance à notre armée. C'est pour ça que je dis que non, la patience ne veut pas dire que le président Tshisekedi n'agit pas. Que le président Tshisekedi n'envoie pas son ministre de la Défense pour aller acheter des armes. Que le président de la République n'envoie pas le ministre des Affaires étrangères pour aller défendre le pays au niveau du Conseil de sécurité. Ça veut dire que nous agissons ensemble avec le gouvernement congolais afin de sauver la République. Qu'est-ce qui vous dérange, vous, aujourd'hui qui êtes au régime, d'accepter quand même une autre voie que plusieurs ont accepté, sont d'accord? Plusieurs voient que cette voie est la seule qui peut permettre à la République démocratique du Congo
de retrouver une paix, alors cette fois-là, une paix durable. Tout le monde aujourd'hui, opposition ou quelques-uns parmi vous au régime, est d'accord, je parlais de tout le monde, pour un dialogue. Mais qu'attendez-vous pour dialoguer? Appelez toutes les parties prenantes, vous vous mettez autour d'une table, essayez de vous parler entre vous, entre Congolais. Qu'est-ce qui empêche que ce dialogue arrive, Ludovic Milambo? J'aimerais vous dire une chose, cher ami Ezekiel. Le dialogue est une très bonne chose. Le régime du président Tshisekedi ne refuse pas le dialogue. D'ailleurs, nous avons initié plusieurs consultations avec des parties prenantes, l'opposition. D'ailleurs, vous avez vu même Mouzito qui était de l'opposition, qui avait fait partie aussi de consultations qui ont été initiées par le conseiller en sécurité, en matière de sécurité, le chef de l'État, Excellence Eberhard. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs, même Martin Fayulu était venu voir son frère pour échanger avec le président Tshisekedi. C'est pour vous dire que le président Tshisekedi a un cœur tellement ouvert et il veut parler avec tous les Congolais. Mais ce qui me choque, ce qui me dérange, est-ce que devions-nous solliciter les dialogues en faisant des marches? Est-ce qu'il faut marcher pour... Non, mais la lenteur... Écoutez, non. La lenteur si la dérange, parce que les gens continuent de mourir. Les problèmes... Peut-être s'il y avait déjà eu dialogue au début de l'année 2025, j'aimerais te faire revenir. J'aimerais te faire revenir sur quelque chose. Le président Tshisekedi doit dialoguer avec qui? On parle de dialogue intercongolais. C'est ça que j'ai dit, il doit dialoguer. Parce que tous ceux qui ont traversé de l'autre côté, dites-moi, tous ceux qui sont traversés de l'autre côté, tous ceux qui se sont alliés avec le Rwanda, c'est-à-dire que ces gens-là sont aujourd'hui les ennemis du peuple congolais. Nous ne pouvons pas leur voir au niveau de la capitale. Nous ne pouvons même pas. Mais si vous refusez de les voir, vous allez dialoguer les avec problèmes. Non. Si on veut dialoguer, pourquoi ne pas dialoguer avec Kabunda alors? Après, ça va aboutir à quoi? C'est pourquoi moi je te dis que ces gens-là qui sont allés là-bas, ce ne sont plus des Congolais. Le fait déjà de tuer ton frère, l'UDPS n'avait pas touché les armes pour dialoguer avec Kabila. Lorsque nous avons accepté de dialoguer, vous en souviendrez, lorsque nous sommes allés, j'oublie même le nom du dialogue en question, lorsque nous sommes allés pour faire un dialogue qui avait abouti à l'accord de Saint-Sylvestre, dis-moi, à quand vous avez vu l'UDPS tenir des armes? À quand vous avez vu l'UDPS aller au Rwanda pour dire au Rwanda, tuez ici, prenez Ouvira, prenez Goma? Vous savez combien il y a eu de morts à Goma? Pouvez-vous compter des morts qu'il y a eu à Goma? Pouvez-vous compter des morts qu'il y a eu à Bunagana? Pouvez-vous compter des morts qu'il y a eu à Rutshuru? Pouvez-vous compter des morts qu'il y a eu à Kaele? Combien de morts qu'il y a eu à Ouvira? C'est-à-dire que est-ce qu'un Congolais, un vrai Congolais de sang, peut accepter de s'allier avec des gens qui ont tué leurs propres frères, leurs propres sœurs? Jamais je peux le faire. Si Martin Fayulu est resté catégorique pour ne pas traverser de l'autre côté, mais parce qu'il sait que je ne peux jamais le faire, l'histoire me rattrapera un jour. Il ne faut jamais le faire. Si Kabund, si peut-être des autres ont refusé d'y aller, c'est parce qu'ils se disent que non, l'histoire me dira un jour que j'avais fait ça. On ne peut pas trahir. La nation ne pardonne pas aux traîtres. Peu importe le frustration. Je te dis, la nation ne pardonne pas aux traîtres. C'est pourquoi Kabila était face à l'UDPS. Il savait que l'UDPS n'avait pas le sang dans leurs mains. On n'avait pas le sang. On ne l'avait pas tué. C'est pourquoi nous avons récupéré le pouvoir d'une manière démocratique. Et c'est le peuple qui a voulu que l'UDPS puisse prendre le pouvoir en question. C'est pour vous dire que nous acceptons le dialogue. Mais si le dialogue en question devait faire l'objet des attaques, des massacres, si le dialogue devait faire l'objet des marches, faisons des marches pour condamner. Pourquoi nous ne faisons pas des marches pour dire marche pour condamner l'agression rwandaise? Mais ces marches, c'est pour la condamnation de l'agression rwandaise. Au même moment, on demande les... Kaboun devait faire une marche aujourd'hui. C'était quoi l'intitulé de la marche en question? Les dialogues. Nous avons vu le cardinal Ambongo. Mais moi je me pose la question. Ils en ont marre de voir j'ai échangé avec un fidèle catholique et il m'a dit ceci. Moi je ne suis pas catholique, hein. Moi je suis pas catholique. Okay. Mais je respecte l'église catholique. Je respecte tous les fidèles de l'église catholique, des évêques. Tous ces gens-là, vous avez mon respect. Je ne suis pas venu ici critiquer qui que ce soit.
Ce monsieur-là m'a dit ceci. Ça fait presque un laps de temps, presque une année, qu'à chaque fois que nous venons à l'église, nous n'écoutions plus la parole du Seigneur. Nous n'écoutions plus la parole de Dieu. Et à chaque fois que nous voyons Ambongo se tenir devant, ce n'est que la politique. Ce n'est que les attaques contre Tshisekedi. Et aujourd'hui, Ambongo nous parle de dialogue. Ambongo est allé au Rwanda pour participer. Vous vous en souviendrez. Il y a eu une activité catholique au niveau du Rwanda. C'est normal, c'est une activité. Mais l'homme a tellement plébiscité, l'homme a tellement encouragé le gouvernement rwandais. L'homme a tellement parlé. Mais quel est ce prêtre, quel est ce cardinal métropolitain qui peut se présenter aujourd'hui devant le Rwanda, devant l'agresseur, sans pour autant demander ou solliciter un mot de paix? Mais quand tu reviens dans la capitale, tu as une facilité d'insulter, tu as une facilité de condamner le gouvernement au lieu de condamner même l'agression rwandaise. Pourquoi on ne parle pas de Nanga? Pourquoi Ambongo avoir Fridolin Mouteba pour aller bénir l'anniversaire d'un agresseur comme Rwanda, comme Nanga? Comment il peut faire ça? Comment Ambongo peut envoyer ça? Il a été envoyé par Ambongo. Mais écoutez, mais qui est le cardinal? Pourquoi quand Mouteba est allé là-bas, quand il est revenu, pourquoi le cardinal n'avait pas condamné, plutôt punir même Mouteba? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Il n'a pas fait ça parce que c'est lui même qui l'a envoyé. Pourquoi Ambongo ne cite pas Kabila comme agresseur? Parce qu'Ambongo, l'église catholique a condamné Joseph Kabila, en fait, le régime passé des Kabila. Je n'étais pas d'Ambongo, ne me parle pas de l'église catholique. Mais vous parlez de l'église, je te parle qu'Ambongo n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Ambongo, monsieur Ambongo, le Congolais le savent très bien que vous êtes un membre de l'ensemble pour la République. Non. Et nous le savons très bien que Ambongo, vous avez des acquaintances avec Joseph Kabila et les autres. Nous sommes tellement touchés de voir en sorte que à chaque fois que vous vous tenez à l'église pour solliciter le dialogue, vous voulez nous rappeler combien l'église catholique, la Cinco et le CC avaient fait un travail concernant le pacte social. C'est vraiment un regret de votre part de voir des choses comme ça. Parce que si vous étiez vraiment un cardinal, pourquoi même le prêtre du Rwanda n'ont jamais condamné le gouvernement rwandais? Parce qu'ils se disent que ce que font le gouvernement rwandais aujourd'hui pour attaquer les Congolais, c'est une très bonne chose. Mais comme vous êtes assoiffé d'argent, comme vous aimez le pouvoir, vous aimez les maisons, des voitures, des jeeps, et vous attendez des fois des transports chez Moïse Katumbi pour rentrer à la maison. Si est l'homme de Dieu, moi je suis un homme de Satan. Si Ambongo c'est un homme de Dieu, moi je suis un homme de Satan. Je suis un homme de Satan, moi. Un homme de Dieu. Je suis un homme de Satan. Mais quand Ambongo dit, moi je suis un homme de Satan. Il y a l'injustice sociale. Mais quand il y a l'injustice sociale ici, je te dis, Ambongo, l'injustice sociale, nous disons oui, vous avez raison. Mais Nanga, qu'est-ce que fait Nanga là-bas? Avez-vous déjà condamné Nanga? Si vous êtes Ambongo, c'est tout simplement. Est-ce que lorsque le pape François, vous avez vu, le pape François lui a dit Ambongo quitte la politique. Ambongo bima la politique. Ça c'est le pape François. Le pape François l'a dit ça. Vous êtes allé vous présenter pour devenir pape. Vous savez pourquoi vous avez raté ces postes-là? Mais parce que vous avez un penchant politique. Vous aimez beaucoup la politique. Dieu vous a envoyé pour nous prêcher la parole du Seigneur. Vous prêchez pendant que vous ne reconnaissez pas qu'il est un homme de Dieu. Vous venez de le dire qu'il n'est pas un homme de Dieu. Comment est-ce qu'il va vous prêcher? Vous devez d'abord commencer par reconnaître. Il est membre de Moïse Katumbi, de l'ensemble pour la République. Vous avez des preuves qu'il a adhéré à j'ai les preuves. Il attendait les transports l'autre fois lorsqu'il est allé. Est-ce que vous étiez là? Oui, nous avons vu ça. Nous avons vu ça. Nous avons vu ça. Ambongo, vous n'êtes pas plus spécial que nous. C'est-à-dire que la même manière, le sang qui coule en vous, c'est le même sang qui coule en moi. Au moins, lui, c'est un prêtre. C'est vous dire, vous aussi, vous êtes un prêtre, mais aussi ma femme a fait de moi un prêtre dans sa vie. C'est pour vous dire que non, vous n'êtes pas plus spécial que moi. Ma femme m'a fait de moi un prêtre dans sa vie. Je suis prêtre, oui, effectivement. Donc c'est pour vous dire que c'est ça. Donc rien à voir. Donc ça veut dire que de la même manière où vous mangez, moi aussi je mange comme ça. Très bien. De la même manière que vous jetez des salives, je jette sur des salives. Donc si vous vous dites que vous n'êtes pas si spécial
C'est-à-dire que si vous continuez à trahir ces pays, si on doit vous arrêter, on va vous arrêter aussi. Merci. Vous êtes alors on doit finir avec l'émission. Je vais vous poser une question pour finir avec cette émission. Ah, j'ai aimé. Il dit une chose très importante. Il vient de dire, Ludovic nous a dit, sa femme a fait de lui les prêtres de sa vie. C'est-à-dire, le fait seulement que sa femme l'ait accepté comme mari, il est le premier pasteur. Et il n'a pas tort. Ça, je vous le dis, il n'a pas tort. Tout homme est pasteur chez lui. Il est homme serviteur. Il est prêtre chez lui. C'est toi qui prêches. Femme, tu vas faire ceci, cela. Mes enfants doivent être comme ça. Il faut rêver. C'est l'homme est prêtre chez lui. C'est lui le chef. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Mais attention, Mbongo est prêtre choisi par Dieu. Merci beaucoup, Ludovic. Après tout ce que nous vous avons entendu parler, aujourd'hui, le dialogue, vous venez de dire, les accords n'ont vraiment abouti à rien jusque-là. Le dialogue, vous avez dit, il faut négocier avec ceux qui n'ont pas touché aux armes. Vous avez argumenté sur ça. Dialogue, des fois, il y a encore des tâtonnements. Les accords, nous avons tous vu. Maintenant, quelle est l'option idéale qui vous reste, vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, pour finir complètement avec l'insécurité qui dérange la population congolaise? J'aimerais prendre du temps sur cette question. Allez-y. Avant de finir, j'aimerais aussi féliciter tous ceux qui ont accompagné aussi le président de la République. Allez-y, on n'a plus que 5 minutes. Effectivement, sur les 5 minutes, j'aimerais lancer un message. Ce qu'il nous reste à nous faire. Le régime en question, le gouvernement congolais, nous appelle seulement à l'unité, dans l'amour. Que tous les Congolais, où que vous soyez, c'est-à-dire Katanga, Kinshasa, Goma, partout où vous êtes, nous vous appelons à l'unité. Nous devons nous comporter comme des compatriotes, des gens qui aiment leur pays. Nous ne devons pas être là pour nous attaquer au gouvernement congolais. Nous ne devons pas être là pour nous attaquer au président de la République. Chers Congolais, le président Tshisekedi vous fait tellement confiance et qu'il a besoin de vos prières. Pour ceux qui prient, pour ceux qui sont des pasteurs, continuez à prier, gênez pour le pays. Pour ceux qui ont de l'argent, pour ceux qui ont des entreprises, continuez à financer et faire des actes philanthropiques. Et pour ceux qui peuvent entrer, adhérer dans l'armée, faites-les. Ensemble, nous pouvons chasser l'ennemi. L'ennemi sait très bien que parce que nous sommes divisés, parce que nous ne sommes pas en accord, c'est pour cela qu'il nous attaque. Le président Tshisekedi Tshilombo est le seul unique que Dieu nous a envoyé pour sauver la République. Je le crois et je le sens au plus profond de mon cœur. C'est pourquoi je dis ceci au président Tshisekedi, vous n'êtes pas seul. Fachi, vous n'êtes pas seul, nous sommes derrière vous. Et on le sait très bien que ce qui se passe au Congo, vous n'êtes pas responsable. Quand vous parlez de nous, vous faites allusion à qui? Je dis à tous les Congolais, nous vous faisons confiance. Et nous le savons très bien que vous êtes innocents dans ces... Et nous le savons très bien, les gens ne veulent pas prendre votre poste parce que vous avez mal travaillé, non par leur intérêt égoïste. Et on le sait. Et nous, en tant que Congolais, nous n'allons pas vous laisser. Nous allons vous accompagner jusqu'au bout. Parce que nous le savons, vous avez la voix que Christ a mis en vous pour changer le pays. Comme vous l'avez dit, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Comme vous l'avez dit, lève-toi RDC, car ta lumière arrive. Nous croyons au plus profond de nous que la lumière de la RDC arrive bientôt. Le Rwanda, dont l'ange de la mort frappera ces pays, dont les ténèbres envahira ces pays, un jour, nous trouverons un gain de cause. Avec Fachi, la victoire est garantie. Vous prophétisez sur le Rwanda? Je prophétise en tant qu'humain. Oh, parce que je prophétise en tant qu'humain. Un jour, les ténèbres frappera le Rwanda. Un jour, la mort frappera le Rwanda. Car aujourd'hui, la RDC qui subit les atrocités, l'agression de l'armée rwandaise, non, nous ne sommes pas de biches, nous ne sommes pas de vaches, nous ne sommes pas des outils à utiliser. Nous sommes un peuple uni, nous sommes un peuple fort. C'est pour cela, je bénis, je remercie les Katangais qui ont fait des déclarations pour dire Tshisekedi est notre frère. Peu importe les problèmes que nous pouvons avoir avec lui, mais Tshisekedi est notre frère. Nous n'allons pas trahir Tshisekedi. Merci à vous, Katangais. Je tenais à dire merci, à remercier tous ceux qui ont accompagné le chef de l'État. Allez-y, vous avez une minute pour le faire. Je remercie le DG de la SNEL, Teddy Luamba,
qui est en train de faire un travail de titan, un grand travail au niveau de la RDC. Le président de la République lui-même a félicité le travail que fait la SNEL. Vous avez vu au niveau de Lemba, lorsqu'il n'y avait pas d'électricité, il a intervenu. Au niveau de Njili, même au niveau de Maluku, lorsqu'on a fait tomber les 3 pylônes, il a intervenu. C'est pour vous dire que le DG Teddy Lomba est en train de faire un travail de titan. Aujourd'hui, la SNEL s'est relevée. Nous voyons l'électricité, la lumière apparaître au niveau de la RDC. Bravo à vous, le DG Teddy Lomba. Mais sincères félicitations au directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kizo, un homme de Dieu, qui a accompagné aussi le chef de l'État au niveau de Washington. Un discours élogieux que le chef de l'État a tenu. C'est grâce à une intelligence incroyable, une intelligence abracadabrantesque d'un homme perfectionné par la parole du Seigneur comme Anthony Kizo. Je m'aimerais féliciter et remercier la questeur de l'Assemblée nationale, Mama Chimène Polipoli, parce qu'elle ne cesse de rappeler à la population du territoire de Malembankoulou de continuer à faire confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est à féliciter. Merci. Je remercie l'excellence Kibasa, maman Isabelle Kibasa, qui est aujourd'hui ambassadrice itinérante du chef de l'État, qui là où elle est, elle fait un travail. Et pour chiter, j'aimerais qu'on allez-y citer s'il vous plaît. Je suivis le journaliste rwandais Steve Wemby, qui a fait un tweet pour dire que Adolphe Muzito signe un nouveau scandale au ministère du Budget. C'est ténor au régime de Tshilombo a attribué un marché public de gré à gré d'environ 180 millions de dollars à la société Iscalbur pour des travaux de cartographie géophysique, aéroportée et géologique de la RDC. Les conditions de prestation de marché n'ayant pas été respectées. Selon nos sources internes à la primature, au ministère de Mines et à la présidence, ces contrats faraminés portés par Tony Kankushiko, le frère jumeau du ministre du portefeuille et cousin de Félix Tshisekedi, est une simple mise à jour de la cartographie. Je dirais ceci au journaliste Steve Wemby. Tony Kankou est un homme parfait, un homme effacé mais très efficace, qui a accompagné le pays, qui a accompagné le jeune, avec sa plateforme AAP, qui a permis aujourd'hui le président de la République d'avoir de voix pour qu'il soit réélu en tant que président de la République. Merci. Donc nous saluons Tony Kankushiko. Vous resterez toujours un homme bon, un homme parfait pour nous. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Ça prend fin ici cette émission. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, voulais-je dire, d'avoir été nombreux à nous suivre. Il y a des gens qui ont même tenté de nous appeler. Vous savez, nous ne recevons pas les appels à cette émission, désolé. Souvent, c'est l'émission Bakino Balobi. Si je suis à Bakino Balobi, je reçois vos appels sans condition. Mais ici, nous ne recevons pas des appels. Vous avez vraiment tenté de nous appeler. Malheureusement, on ne pouvait pas prendre vos appels. Un grand merci à Omega Bazola, notre directeur technique qui était à la réalisation de cette émission. Merci à Trésor Massiala et Billy qui étaient derrière nos diverses caméras. Et un grand merci à mon frère et ami Augustin Kalala qui était en assistance de cette émission. C'était un plaisir pour moi de présenter cette émission et être assisté par Augustin. DG Paul Tosso a été à la direction générale de cette émission. Merci à Ludovic qui a été les nôtres. Je vous donne rendez-vous pour ce mercredi à 13h20, la même émission sur la même chaîne. Prenez soin de vous. Je vous aime d'un amour inconditionnel. Bye.